webcamlive.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et je vous propose que nous évoquions les ressemblances entre l'amour et l'amitié. Et c'est en compagnie de Anne-Laure Buffet qui a écrit un très joli livre aux éditions Erol qui s'appelle tout simplement L'amitié. Parce que finalement, si on réfléchit bien, on a tous souffert plus ou moins un jour ou l'autre à cause d'une amitié. Parfois même, il peut être plus douloureux de perdre un ami qu'un partenaire, tant l'amitié va toucher des zones profondes de notre être. Il y a même parfois des tendances possessives vis-à-vis d'un ami. Et je vous propose aussi qu'on essaye de définir quelles sont les preuves d'une véritable amitié. On dit souvent d'ailleurs qu'on ne peut juger un ou une amie qu'à partir du moment où on aura traversé une épreuve. Et je trouve que c'est assez juste. C'est bien dans la difficulté qu'on peut savoir si on peut compter sur un ami ou pas. Et puis, on dit souvent aussi qu'on compte ses amis sur les doigts d'une main. Alors ça, c'est sans doute également assez juste parce qu'on doit quand même consacrer un peu de temps à ses amis pour que la relation reste durable, même si bien sûr, contrairement à l'amour, le feu ne s'éteint pas aussi vite. En tout cas, je vous invite à venir nous rejoindre, profitez-en, ça peut être très agréable pour vous ou au contraire soulageant de témoigner d'une amitié qui peut-être ne dure plus ou qui peut-être perdure, et tout ça bien sûr c'est au 0826 300 300. Bonjour cher ami. Bonjour Brigitte. Anne-Laure Buffet, vous êtes thérapeute, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, notamment sur l'emprise. Est-ce qu'il y a justement de l'emprise parfois en amitié? Bon oui, bien sûr. De toute façon, comme dans toute relation, il peut y avoir de l'emprise. Mais dans ce cas-là, on parle déjà plus d'amitié. Alors, quelle est la différence entre l'amour et l'amitié? Je vais vous faire une réponse basique pour commencer. En principe, en amitié, on exclut la question de la sexualité ou de l'intimité sexuelle qu'il y a dans l'amour. Mais si c'était que ça, la différence, ça serait simple. D'autant plus que je crois que les zones, lorsqu'on parle de sexualité, entre l'amitié, la frontière entre l'amitié et l'amour sont quand même beaucoup plus ténues, beaucoup moins bien définies qu'elles n'étaient il y a encore quelques années. Je crois qu'un ami, on est autorisé à tout lui dire, ou on s'autorise à tout lui dire, et à dire ce qu'on ne dira pas forcément à son conjoint ou à sa conjointe, ou ce qu'on ne dira pas dans son couple. Je suis assez d'accord avec vous, je ferai cette différence-là. Encore que. Encore que, mais c'est. Mais je suis assez d'accord. J'allais dire, c'est à partir du moment où on n'ose déjà plus dire quelque chose à quelqu'un, de toute manière, qu'il y a une difficulté dans la relation. Donc en amour, on va pas aller dévoiler les parts de nous qui nous plaisent pas trop parce qu'on voudrait pas entacher notre image. En amitié, on a beaucoup moins de difficultés à tout dire. Et si on commence à avoir du mal à dire à nos amis certaines choses de nous, c'est peut-être parce que la relation d'amitié est pas si stable que ça, qu'elle est pas si honnête que ça, ou que c'est pas vraiment de l'amitié. Alors, en préparant l'émission, Anne-Laure Buffet, j'ai repensé à un de mes meilleurs amis, j'oserais peut-être dire le meilleur ami que j'ai eu, qui malheureusement est décédé depuis. Et je me suis rendu compte d'une chose assez. Alors ça me concerne moi, c'est peut-être pas une vérité, c'est pour ça que je vous en parle et vous direz ce que vous en pensez. Je me suis rendu compte que la perte de Dudu, puisque c'était son surnom, eh bien reste inconsolable. C'est-à-dire que j'ai eu des amours que j'ai quittés, qui sont quelque part encore un peu dans ma tête, mais qui finalement sont loin. Lui, quelque part, reste très présent. Est-ce que vous diriez ça de la véritable amitié ? En tout cas, c'est un avis que je partage totalement. C'est que quand on perd un amour, quand on est quitté, ou même quand on quitte, on peut quitter, être extrêmement triste en amour, mais on sait tout ce que ça fait. On va mourir, on peut pas s'en remettre, jamais, pendant 2-3 mois. On mange un bon paquet de glace et 3 mois après, ou 6 mois après, ou 1 an après, on se dit, bon, en fait, j'étais très mal. Mais pourquoi j'ai été aussi malheureux? La perte d'un ami, et particulièrement la disparition d'un ami, ça laisse quelque chose c'est vraiment une part de nous qui s'en va. Et Est-ce que ça se remplace pas comme ça, un véritable ami, quoi. Parce que justement, avec le véritable ami, on est allé au plus profond de notre intime. On a partagé des choses qu'on est presque les deux seuls à connaître. C'est vrai. Et beaucoup plus qu'en amour.
Oui, oui, attention, oui. hein, ça ne réduit en rien la relation amoureuse. Mais c'est vraiment pas deux relations qui peuvent se comparer, en tout cas c'est au-delà de l'intimité, c'est la liberté, la spontanéité qu'on a à dire certaines choses. Et puis on l'a tous vécu aussi. On peut être très heureux avec notre conjoint, notre amoureuse. Mais ce qui va nous arriver, qui nous transporte spontanément, le premier réflexe qu'on a, ça va être d'appeler notre meilleur ami, presque plus rapidement que notre conjoint. Et alors, est-ce que c'est vrai qu'on a des amis, ça se compte sur les doigts d'une main? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Si on parle de vrais amis, oui. Puisque la vraie amitié, elle demande de l'équité, elle demande de l'honnêteté, de la fidélité, de la spontanéité, tout un tas d'éléments. Enfin, c'est pas une recette de cuisine, mais tout un tas d'éléments. On peut pas être honnête avec la terre entière, on peut pas être en équité avec la terre entière. Pourtant, sur Facebook, on en a des amis. Ah oui, bah, c'est bien le drame d'ailleurs, c'est ce mot. D'ailleurs, en fait, Oui, on c'est l'a vrai pas qu'on le traduit galvaude, en français. Ça ouais. reste friend, c'est pas du tout ami sur Facebook. Alors pourquoi ne pas le traduire? Mais ça fausse quand même beaucoup l'image de l'ami. Un ami, une amie, c'est beaucoup plus qu'un contact qu'on peut supprimer en cliquant sur une croix ou qu'on bloque parce qu'on n'est pas content avec un post qui a été mis. Et heureusement que c'est plus que ça, l'amitié. Et alors, la question, quand est-ce qu'on sait que c'est vraiment un ami? Quelles sont les preuves irréfutables, pardon? C'est compliqué, hein? En reprenant à contrario ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être quand on se sent libre de tout partager avec cette personne, quitte à se tromper. Alors, j'ai eu l'autre jour, justement, dans un dîner où on parlait de l'amitié, et la question, ce qui se posait, c'est est-ce que tu serais... ton meilleur ami t'appelle, je vous la pose, la question, puis je la pose aussi à ceux qui nous écoutent, hein, et c'est vraiment ce qui s'était dit. Ton meilleur ami t'appelle, ben voilà, il vient de tuer quelqu'un, et il t'appelle pour que tu l'aides à enterrer le cadavre. Est-ce que tu y vas? Et je trouve que c'est une question assez piège. Moi, je vous dis tout de suite, hein, j'ai répondu non, j'y vais pas, pas parce que j'ai peur d'être prise, mais parce que je pense que mon éthique ou ma morale, appelez ça comme vous voulez, est quand même au-dessus et je me dis que non, je peux pas couvrir ça. Mais est-ce que vous iriez, vous? Alors moi, on m'a posé la question, et l'ami qui m'a posé la question, alors lui, il disait moi j'y vais, je prends une pelle, une pioche, tout ce qu'il faut pour enterrer le cadavre. Je dis moi j'y vais, mais j'y vais pour être là lorsque la police, enfin la justice Donc va vous le devoir dénoncez? intervenir. Non, je dénonce pas forcément, j'essaye de comprendre. J'essaye de soutenir, j'essaye de comprendre, mais je vais pas enterrer le cadavre. D'abord, à 3h du matin, je dors. Donc, mes amis sont priés de ne rien faire à 3h du matin. Et surtout, non, je me rendrai pas complice de quelque chose que sur le plan de la justice, de la morale, Voilà, on peut faire des choses pas tout à fait morales pour un ami, mais pas jusqu'à aller enterrer le cadavre. Non, je n'irai pas enterrer un cadavre. Non, on est d'accord. Voilà, mais c'est des questions intéressantes, c'est parce que c'est ça aussi l'amitié, c'est jusqu'où on est capable d'aller malgré sa propre morale. Mais après, on peut être plus perfide. C'est un meurtre, mais dans quelles circonstances? Non, mais sans plaisanter, je pense qu'il faut, au nom de l'amitié, pouvoir dire à quelqu'un qu'on ne cautionne pas ce qu'il fait, au-delà d'un meurtre, hein, qu'on ne cautionne pas, et essayer de comprendre pourquoi notre ami a un comportement qu'on se met à ne pas cautionner. Oui, mais en même temps, on peut avoir des amis avec qui on n'est pas d'accord sur des tas de sujets très très importants, comme la religion, la politique, l'éducation des enfants, etc. On n'est pas obligé d'être sur la même longueur d'onde sur tout. Non, ce qui est gênant, c'est quand on veut imposer à l'autre un point de vue. Bien sûr. Si on rejette une personne qu'on nommait comme amie parce que le point de vue est différent, c'est qu'il y avait peut-être pas beaucoup de communication avant, donc il n'y avait pas beaucoup non plus d'amitié avant.
Eh bien, si vous avez envie de parler de vos amis, si vous avez des questions à poser, si vous voulez vérifier que vous êtes vraiment, que c'est vraiment un ami, on peut peut-être vous éclairer. Vous nous appelez au 0826 300 300. C'est Anne-Laure Buffet qui est avec nous jusqu'à 16h. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Anne-Laure Buffet est avec nous et on va vous donner tout au long de ces 2 heures les preuves des véritables amitiés. Parce que c'est vrai qu'on a tendance un peu à mettre ce mot, il est un peu galvaudé et ce serait bien de lui redonner ses lettres de noblesse. Ange est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup de m'accueillir, à vous deux. C'est un sujet très intéressant. Et effectivement, je confirme, les amis qu'on a, on doit les compter sur les doigts de la main. Et j'en ai 5 et ça fait plus de 30 ans que je les ai. Oh, ensuite alors, vous avez plus le droit d'en avoir un. C'est cool. Le 6e, je l'ai perdu justement. Mais perdu donc, voilà. parce que c'était pas vraiment un ami. En fait, on se connaissait déjà depuis plus de 20 ans. On s'est rencontrés parce qu'on était tous les deux chefs d'entreprise et l'entrepreneuriat, le challenge nous a réunis. Il était en couple, moi aussi. On a traversé nos vies les uns et les autres. Mais on se retrouvait très régulièrement et on sortait. C'était toujours un vrai plaisir, et puis intellectuellement aussi. Et puis un jour, il a retrouvé un amour d'enfance. Donc je me souviendrai toujours. Il m'a dit Ange, tu veux pas venir déjeuner avec moi et me donner ton avis. Donc on a déjeuné avec sa nouvelle amie, enfin que lui connaissait depuis longtemps. Son amour d'enfance. Et après le repas, il me dit, tu en penses quoi? Je lui dis, écoute, moi je suis très mal placée pour te donner des conseils, mais il faut que tu ailles là où ton cœur te le dit. Si ton cœur en a envie, vas-y, fonce. Elle t'aime, tu l'aimes. Pourquoi vous étiez mal placée pour lui donner votre avis? Parce que j'étais à mon 2e mariage et en fait, mon 2e époux était mon amour de jeunesse. Ouais, donc ça faisait écho. Ça me faisait écho, exactement. Donc, et comme à cette époque-là, ça allait pas très bien dans mon couple et qu'il le savait, j'étais très mal placée pour lui dire oui, fonce, non, n'y va pas. Et puis, je pense que c'est surtout ce que la personne ressent, qu'elle soit un ami, un proche ou ses enfants. Il faut faire en fonction de ce que son cœur a envie. Il faut vivre. Après qu'on ait un échec, on a un échec. Que ça se passe bien, ça se passe bien. Mais l'essentiel, c'est de vivre pleinement ce que l'on a envie et ne pas avoir de regrets. Donc je lui dis, écoute, si tu es amoureux et que tu as envie, mais vas-y, lance-toi. Et bon, cette dame, elle était charmante, mais très jalouse, donc elle a fait un peu de tri autour de lui. Et puis la distance s'est installée. Mais moi, le fait qu'il soit heureux, comme il avait été malheureux et que je connaissais son histoire, il connaissait la mienne, je me suis dit, s'il est heureux, c'est l'essentiel. De toute façon, et donc vous êtes retiré en quelque sorte de sa vie. En fait, on s'invitait plus, il ne m'invitait plus, on ne se voyait plus. Elle a fait changer un peu son mode de vie. Après, on est des fois dans l'euphorie d'un nouveau couple, donc ça peut se comprendre. Mais bon, à chaque fois qu'on se retrouvait en soirée, c'était des scènes de jalousie parce qu'il avait dansé avec un tel ou parce qu'il avait parlé trop avec celle-là. Donc c'était même pesant pour nous, pour lui, pour nous en tout cas. Pour moi, ça m'était insupportable. Et donc, comme je n'avais pas été réinvitée ni conviée, je n'ai pas cherché non plus à être invitée. Je me suis dit, après tout, il est heureux, il cherchait le bonheur, il l'a, je ne vais pas m'opposer. Et puis, on n'est pas sans se recroiser sans qu'elle soit là. Donc, à chaque fois qu'on se croisait, on était content de se voir. On parlait de banalité, mais il n'y avait plus de confidence comme il y avait eu avant. Et puis, un jour arriva où il l'a quitté. Donc, il m'a fait savoir par personne interposée qu'il aurait bien aimé renouer des liens et tout ça. Donc, moi, c'était avec grand plaisir. Donc, une amie avait organisé un repas avec tout le groupe et quand on s'est retrouvés, on s'est serré dans les bras. Voilà, j'étais vraiment contente de le revoir parce que il passait à autre chose et puis notre amitié était retrouvée. C'est comme si on s'était quitté la veille pour le lendemain, vous voyez.
Bien Il n'y sûr. avait rien qui avait changé. Et pour moi, l'amitié, ça reste l'amitié. Des fois, on fait des choix et on les fait en fonction de ce qu'on vit. Donc, il n'y a pas de jugement à porter. Et ben là, j'étais contente. Et donc, j'étais avec mon époux. Et donc, on était à table, on déjeunait, et puis on parlait de choses et d'autres, des aventures, de sa nouvelle vie et tout ça. Et puis, d'un seul coup, il se met à dire en plein repas, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec toi, j'ai jamais couché. Et là, il y a eu un blanc à table, j'ai senti le corps de mon mari se tendre, j'ai mis la main sur le genou, il a compris qu'il fallait pas qu'il bouge, et je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit, tu sais, Christian, si on n'a jamais couché ensemble, c'est parce que je t'aimais trop d'amitié, et pour moi, l'amitié, c'est ce qu'il y avait de plus sincère. Mais pourquoi ça a posé un froid? Parce qu'après tout, c'était une confidence tout à fait... Oui, ouais, mais enfin, il me l'aurait dit en tête à tête. Non, mais c'est vous que ça... Attendez, c'est vous que ça a mis mal à l'aise. Ça veut dire que peut-être qu'inconsciemment, ça a provoqué chez vous un peu... En fait, je me suis pas sentie respectée. En fait, dans ma sincérité d'amitié, en fait. Parce que j'avais pas d'attirance physique pour lui, ni de sentiment d'amour. C'est quand même deux choses bien distinctes entre l'amitié et l'amour. Vous voyez, moi je suis partie avec mes amis. Enfin, il me semble, Anne-Laure, qu'au fond, Ange l'a interprété autrement. Si ça se trouve, il a juste dit ça pour rassurer votre mari. Je trouvais pas ça très. C'est quelqu'un quand même qui a beaucoup d'éducation et autres, et j'ai trouvé ça même déplacé vis-à-vis de mon époux qui a réagi avec beaucoup d'élégance, où il a acquiescé et comme j'ai répondu du tac au tac, il s'est sûrement senti rassuré, mais j'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé ça. Oui, je comprends bien. Anne-Laure, allez-y, je vous en prie. Peut-être que la tournure de la phrase était maladroite, peut-être qu'il aurait pu le dire autrement, s'il l'a vraiment dit tel que vous l'avez dit il y a 3 minutes. Maintenant, je crois quand même qu'il y avait, en tout cas de son côté, certainement pas l'intention. Parce que sortir comme ça, on sort pas comme ça de but en blanc à quelqu'un. En tout cas, avec toi, j'ai jamais couché. Donc il y a quand même un contexte pour qu'il vous ait dit ça. Je ne sais pas de quoi vous parliez juste avant. Il parlait de ses aventures et puis on en rigolait. Mais il a dit donc ça veut bien dire. Enfin oui, non, mais ça veut bien dire que moi ça m'a. Excusez-moi. Non, mais Ange, excusez-moi. Hein, c'est comment vous l'avez interprété vous. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de donner une explication à ceux qui nous écoutent. Oui. Hein, et si vous étiez en train de parler de ces différentes aventures, vous étiez quand même déjà dans quelque chose qui laisse à penser qu'entre vous, il aurait pu y avoir quelque chose. Et donc moi je crois vraiment qu'il a dû dire ça pour rassurer votre mari, qui a priori l'a d'ailleurs entendu comme ça. Et c'est vous quelque part qui n'était pas clair. C'est pour ça que ça vous a dérangé. En tout cas, c'est l'interprétation que j'en fais. Anne-Laure, je vous laisse aussi donner votre avis parce que après tout. Mais je suis d'accord. Alors, bien évidemment, c'est après, on va pas se lancer dans un long débat sur conscient, inconscient, etc. Mais il y avait une intimité entre vous. En fait, il a dit de manière un peu grossière, je vais le dire comme ça, que l'intimité entre vous, elle dépassait tout ce qui est de l'ordre de la sexualité. Et à ce moment-là, il a nommé quelque chose qui n'est en général que très peu nommé quand on est ami avec quelqu'un. On ne parle jamais de la sexualité. Et là, il le nomme. Et c'est peut-être ça qui vous a troublé. Je dis pas que ça a réveillé chez vous un désir sexuel, hein, entendons-nous bien. Mais c'est peut-être ça qui vous a troublé, c'est qu'il soit abordé devant votre mari, un sujet qui n'avait jamais été abordé avec votre ami. Et alors que c'est un sujet que chaque humain, chaque adulte et pas que les adultes, se pose à un moment. Donc c'est peut-être qu'il y a eu cette confrontation en vous extrêmement rapidement qui vous a déstabilisé. Et étant déstabilisé, vous avez tenté de conserver une posture, vous avez dit que vous mettiez la main sur le genou de votre mari. Je pense que c'est à la fois pour l'apaiser, mais à la fois aussi pour vous trouver un appui, retrouver un appui tangible à ce moment-là. Et qu'il y a quelque chose qui a été
qui est devenu confus parce que votre ami Christian, je crois, a nommé la part sexuelle qu'il aurait pu y avoir, qu'il n'y a jamais eu, mais qu'il aurait pu y avoir dans votre relation. Voilà, c'est important de confirmer, plus peut-être encore pour ceux qui écoutent, évidemment, parce qu'on est sur un sujet parfois scabreux. Merci beaucoup, Ange, en tout cas, de ce témoignage tout à fait intéressant et qui montre bien toute la complexité de l'amitié. On fait une petite pause, on va continuer avec les questions intimes et Pascal qui nous rejoint. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Anne-Laure Buffet, vous êtes thérapeute et on parle de l'amitié. C'est évidemment ce livre sorti aux éditions Erol. Bonjour Pascal. Bonjour Brigitte, bonjour Anne Buffet. Bonjour Pascal. Alors justement Pascal, est-ce que vous avez déjà fait l'amour avec une amie ? Non. Faute d'y arriver ou parce que vraiment il n'y en est pas question ? Non, il n'y en est pas question. Ce sont deux choses, deux êtres qui sont différents, que l'on apprécie beaucoup. Mais par contre, se confier à une amie et tout dire oui, se confier à une compagne ou à une personne avec qui on a une tranche de vie, pas complètement. Mais d'accord. Bon. Et alors, est-ce que vous êtes resté amis avec vos ex ? Avec les ex, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Bon, et pourquoi ? Certaines ont voulu, mais vu qu'il y avait des situations dans lesquelles il y a éventuellement un conflit ou une incompréhension qui menait à un conflit s'installer, même en cherchant à rester en amitié, c'est pas... couper le cordon. Oui, mais c'est pas si simple, de toute façon, Anne-Laure Buffet, de rester amie avec des ex. C'est pas si fréquent que ça, en fait. En fait, moi, je pense que quand on reste ami avec ses ex, souvent, c'est que c'était plus de l'amitié dans laquelle il y avait de la sexualité que de l'amour. Enfin, c'est pas Après, oui, bien sûr, on peut. Ce qui reste dans l'amitié quand on n'est plus en couple, c'est tout ce qui touche au respect de soi, au respect de l'autre. Donc on peut rester ami avec un ex. Je crois qu'il faut quand même une période de latence. Alors il faut certainement une bonne période de latence. Et se découvrir autrement. Et puis j'ai quand même l'impression que c'est peut-être plutôt les hommes vont essayer de garder une relation amie dans l'espoir d'eux, non ? Je sais pas s'ils ont l'espoir d'eux. Je crois surtout qu'il faut quand même une période de distance pour se découvrir, pour s'apprendre autrement. On a été amoureux, on peut être amis, mais on ne sera pas exactement les mêmes et on ne se comportera pas de la même manière. Donc c'est aussi s'apprendre autrement. Et puis dernière question Pascal, et puis après vous pourrez en poser une à Anne-Laure Buffet. En cas d'infidélité, on pardonne ou on quitte ? En cas d'infidélité, je pardonne. Vous pardonnez ? Bon. Oui. Eh bien, c'est bien, bravo. Mais par contre, la communication est là et on cherche à savoir pourquoi. Je ne cherche pas d'explication, mais je cherche à savoir qu'est-ce qui a poussé à l'infidélité. Est-ce que c'est des gestes maladroits de ma part, des paroles, les conditions de vie qui sont différentes, ou une incompréhension. Mais si la personne est vraiment de grande qualité humaine et de grande qualité amoureuse et sexuelle, à ce moment-là, je trouve qu'il faut pardonner, parce que c'est en avoir revanche, une ouverture d'esprit par rapport à l'autre. Oui, en revanche, une relation qui aurait duré 15 ans en parallèle, dont vous n'auriez pas été au courant, et qui en plus, l'enfant serait de l'amant et pas de vous, vous pardonneriez peut-être moins bien, donc d'abord, si je vous écoute bien. De l'enfant, de l'amant, oui, sûrement. Faut pas exagérer quand même, Pascal. Oui, voilà. On veut bien être sympa, mais il y a des limites. Il y a certaines limites et qui sont que personnelles. Enfin bon, je crois que il y a pas mal d'auditeurs qui doivent partager votre avis, Pascal, je crois. Je crois, oui. Eh bien, vous pouvez poser une question à Anne-Laure Buffet, elle vous écoute. Voilà, c'est mon cas personnel. J'ai beaucoup travaillé à l'étranger, dans différentes régions de France, en quittant géographiquement, et je fais le bilan par rapport à votre émission que j'écoutais avec beaucoup d'intérêt. Je trouve que je n'ai pas d'amis. Comment ça, vous n'avez pas d'amis ? Enfin, comment ça vous trouvez ? C'est-à-dire que vous ressentez
Je ressens que j'ai pas d'amis, oui. Donc l'amitié telle qu'on le définit avec cette profondeur de la relation. Cette profondeur de la relation, cette facilité à tout se dire, parce qu'on sait qu'on va être écouté, même si la personne en face n'est pas d'accord, il y aura peut-être des discussions, il y aura peut-être... Mais les mecs, ils se parlent pas, ils se disent pas tout, ils vont jouer au foot ensemble, c'est pas la même chose, Pascal. Les clichés. Ah non, moi je suis tout à fait d'accord que les femmes comme les hommes ont un grand pied d'égalité. Mais j'essaye de rassurer Voilà. Pascal, moi. Non mais est-ce que vous avez des copains? Oui, mais comme j'ai beaucoup déménagé, j'ai des copains, des relations d'hommes et des relations de femmes, où lorsqu'il y a des petites choses sympas qui se passent, j'appelle, oui, mais c'est assez superficiel. Pour moi, l'amitié, c'est quelque chose de très profond et de très puissant. Est-ce que ça vous manque? Non, Vous en souffrez pas, donc? non. Donc vous le réalisez sans en souffrir. Oui, tout à fait, Ce qui vous laisse quand même l'opportunité de De continuer à rester déménager ouvert ou à une pas. amitié. Voilà, exactement. Oui. Et est-ce que vous êtes votre propre ami? Depuis une dizaine d'années. Avant, je ne me supportais pas. C'est ce qui a fait que j'ai beaucoup de relations amicales ou de relations de couple qui ont pété, parce que j'en suis en partie responsable. Et depuis une dizaine d'années, je vais beaucoup mieux, parce que je me respecte, je m'aime, et j'essaie de rencontrer des gens avec lesquels on puisse partager cela. Bah donc, tout n'est pas perdu. Des femmes. Ah non, tout n'est pas perdu, j'ai beaucoup d'espoir. Ah mais alors, oui, c'est ce que j'allais dire, c'est merveilleux parce que là, vous avez toute liberté de rencontrer une personne avec laquelle vous allez pouvoir, en étant déjà ami avec vous-même, vous allez pouvoir lui apporter, si vous le souhaitez, en amitié, le meilleur de vous-même. Tout à fait. Enfin, le meilleur et le moins bon, parce que l'ami, pour moi, c'est le partage de tout. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais si on Enfin, commence par annoncer le moins bon... Ouais, il vaut mieux commencer par le bon, Pascal. Une amitié, au début, il vaut mieux que ce soit dans le bon. Sinon, il ne faudrait pas découvrir un monstre. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais je pense qu'on ne... Enfin, à mon avis, demander un service à quelqu'un qu'on connaît que depuis un an, c'est un peu léger, quoi. Oui. Un ami m'appelle à 2 ou 3 heures du matin, pour me dire qu'il a tué quelqu'un. Je vais le voir et j'essaie de le soutenir. Mais je ne vais pas l'enterrer, l'autre. Mais par contre, je suis présent. Cadavres qui vont rester à la surface. C'est terrible. Il va y avoir plein de cadavres dans les rues de Paris. Là, il y aura des poubelles et des cadavres. Oui. Non, alors, nous n'avons plus qu'à vous souhaiter de belles amitiés. Écoutez, j'ai beaucoup d'espoir en la matière, et dans l'équilibre de vie que j'ai maintenant, et notamment avec la nature, avec les promenades, avec les balades sur l'océan, il y a beaucoup de choses très très intéressantes à partager et à créer une amitié. Oui, je suis dans cet objectif. Oui, vous semblez prêt. Ce dont il faut se méfier, c'est vrai que quand on voyage, qu'on change sans arrêt de région, etc., c'est compliqué parce qu'une amitié, surtout au début, ça doit quand même. Mais il faut aimer, il faut pas trop vouloir aimer rester seul, quoi. C'est ça qui fait que parfois les gens n'ont pas d'amis parce qu'ils ont tendance à rester seuls, quoi. Oui, ils s'enferment. Voilà. Eh ben merci Pascal. Oui, je vous en prie. Je me dis, je suis un ours sociable. Voilà comment je me baptise. Un ours sociable. Alors maintenant, il va falloir vous sociabiliser. Voilà. Mais partout où je passe, j'arrive à très bien. J'ai beaucoup de facilité de relation avec les gens. Je rends service, on me rend service. On parle de tout, on parle de rien. Donc, je suis très ouvert. Et comme j'ai beaucoup déménagé, beaucoup travaillé dans différents métiers, j'ai une culture générale qui me permet d'aborder pas mal de problèmes. Vous allez continuer à déménager autant ? Non, là je me suis stabilisé dans les Landes. Ce qui fait que vous allez pouvoir vous engager un peu plus là où vous êtes. Je vous souhaite de belles amitiés, Pascal. Merci beaucoup. Mais pour ça, il faut s'ouvrir un peu quand même, il me semble. Hein, Pascal, s'ouvrir un peu plus, c'est vrai. Sortir le pot de miel de l'ours. Oui. C'est vrai. Il faut un peu se livrer pour que l'amitié s'installe quand même. Oui. Si on a des zones de faiblesse, je crois que c'est mieux pour l'amitié. C'est une forme d'ouverture.
En tout J'aime cas, pas ce terme faiblesse, Pascal. Non, non plus. Parler de vulnérabilité, peut-être éventuellement de fragilité, de défaut, mais pas de faiblesse. Il n'y a rien qui est faible. Merci Pascal, en tout cas. Merci. Allez, on continue avec notre Sexy News. Fleur Chérie, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là pour nous parler de quelque chose qui concerne beaucoup les hommes. Les hommes, oui, je vais vous parler de l'érection et plus particulièrement des boosters d'érection. Vous savez, souvent, c'est présenté sous des petites pilules ou des comprimés un peu magiques. Je viens d'enquêter à ce sujet pour le magazine Union. C'est un marché, celui des boosters d'érection, qui change beaucoup ces dernières années. Et moi, ça me passionne parce qu'il dit beaucoup de notre rapport à la sexualité. Alors, je pense qu'on cherche des produits qui boostent l'érection et la fertilité depuis l'origine des temps. Dans le livre S'initier à la magie sexuelle de Pierre Desesseintes, sorti récemment chez la Musardine, j'ai appris qu'une vieille recette trouvée au Caire avait été retrouvée sur un manuscrit. Ça dit, pour permettre à un homme impuissant d'avoir des rapports sexuels avec sa femme, prendre du gras de lapin et y plonger le pénis 2 ou 3 fois et il réussira à avoir une érection. Ouais, c'est pas sûr que ça marche. Voilà, bon, on a fait beaucoup de progrès depuis, oui. mais il y a toujours eu cette idée de vouloir trouver la recette miracle pour l'érection. Si on veut une date récente qui marque vraiment le marché de l'érection, c'est l'arrivée du Viagra par le laboratoire Pfizer en 1998. La célèbre pilule bleue qui a été la plus grande révolution de la bandaison. Le Viagra, dont le principe actif est le sildenafil, l'inhibiteur d'une enzyme impliquée dans la débandaison. Cette enzyme, c'est la PDE5. Et cette pilule magique a non seulement changé la vie des hommes, mais aussi été le début de l'usage récréatif des boosters d'érection. Un an plus tard, en 1999, les médias s'inquiètent déjà de voir que le Viagra est utilisé comme ce qu'ils appellent un aphrodisiaque et constatent qu'un marché parallèle foisonnant sous le manteau est en train de se développer. À l'étranger, il se développe à l'étranger, mais aussi dans les petits commerces, style des petits sex shops. Le Viagra a subi une des contrefaçons les plus prolifiques au monde. Aujourd'hui, il y a des déclinaisons de cette molécule, le tadalafil notamment, plus connu sous le nom de Cialis, qui se délivre sur ordonnance, mais pour le reste, donc tout ce qui est sans ordonnance, ça reste des produits très controversés, des produits souvent délivrés sous le manteau, en circuit parallèle. Je pense notamment au Camagra, qui doit être le plus connu, qui joue de sa proximité phonétique avec le Viagra, bien sûr, qui utilise bien la molécule sildenafil, mais dont les dosages n'ont jamais été homologués en France ou en Europe. L'avènement d'un Internet plus réglementé en 2010 a un peu changé les choses. Si au début c'était un peu la jungle et tout le monde pouvait y vendre tout et n'importe quoi, les entreprises comme Google et Meta ont très vite fait le tri et banni les pilules de contrefaçon qui sont donc de plus en plus difficiles à trouver. Cela a permis aux produits naturels à base de plantes, on pense à la damiane, à la croix de Malte, aux gélules de maca, de revenir sur le devant de la scène, aidés et portés par le marketing des compléments alimentaires, des super aliments et du bio. Donc on est passé en 20 ans de boîtes blanches et bleues aux noms comme Viril XXL et Membre XXL, vraiment c'est des noms qu'on peut trouver, qui promettent en même temps d'une force de taureau un allongement du pénis. Ah bah oui, tant qu'à faire. À des boîtes totalement différentes, vertes et blanches, qui parlent de nature, de bio, de tonus et de vitalité. Un autre univers visuel et un autre univers sémantique total pour vendre du zizi tout dur. Alors, s'est-on débarrassé pour autant des pilules médicamenteuses sous le manteau ? Eh bien, pas tout à fait, parce qu'avec le développement du chemsex, dont on a déjà parlé, le sexe sous substance, sous drogue, depuis la pandémie mondiale, les produits dérivés du Cialis et du Viagra reviennent s'inviter dans les soirées pour pouvoir garantir l'érection sous l'emprise d'autres substances. Alors, entre le médical et le naturel, qui va gagner la bataille pour la vitalité des hommes ? C'est tout l'enjeu des boosters d'érection des prochaines années. Mmh. Bon, enfin, cela dit, il y a plein de trucs qui ont un effet placebo. Et Déjà. on est d'accord. Et l'érection, est-ce que c'est dans la tête ou dans la mécanique ? Il y a aussi toujours cette question à se poser, bien sûr. Mmh. Mais en tout cas, quand même, quoi qu'on en dise, le Viagra a changé la donne. Et je rappelle qu'aujourd'hui, quels que soient les problèmes d'érection, il y a des solutions médicales. Ce qui est quand même très très nouveau parce que ça a été pendant des siècles le vrai problème pour beaucoup d'hommes.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est à la fois une solution médicale et pragmatique à un problème mécanique, quel qu'il soit, mais qu'il y a toujours cet usage aphrodisiaque, récréatif qu'on va consommer en soirée, qui arrive en marché parallèle de celui qui est très sérieux, très pragmatique sur le problème de l'érection. Et c'est amusant de voir comment ces deux marchés correspondent entre eux, se répondent et que l'un essaie de copier l'autre. Et j'imagine que ce marché de boîtes plus ou moins aphrodisiaques ou ayant un effet sur l'érection, ça doit être un commerce très très juteux. Sans mauvais jeu de mots, oui. Et qu'on a du mal quand même à évaluer. C'est pas des aides à l'éjaculation, c'est des aides à l'érection. Vous avez l'esprit mal tourné, Fleur chérie. La finalité, c'est quand même bon. Mais oui, vous avez raison. Mais c'est des commerces qu'on a du mal à évaluer parce que, par exemple, le maca, c'est à la fois pour le tonus sexuel, mais aussi la vitalité au sens très large. Ça peut aussi servir pour les femmes qui ont des petites douleurs ou qui voilà, de la fatigue, etc. Sûr, oui, donc, ça couvre des problèmes un petit peu transverses, donc c'est difficile de cibler vraiment la vitalité sexuelle, comme c'est le cas de certains petits boosters d'érection qui en sont pas forcément, quoi. Vous voulez réagir, Anne-Laure Buffet? Non? Oui? Non, je trouvais que c'était très intéressant, mais que c'est vrai, c'est pas que pour les médicaments pour l'érection, hein, de manière générale, il y a beaucoup de médicaments qui sont créés pour des raisons médicamenteuses et qui vont trouver une utilisation plus ludique. Bien sûr. Mais non, voilà, c'est vrai que non, mais vous avez raison. Ce n'est pas propre à la sexualité d'avoir une utilisation un peu détournée d'un produit qui est à la base très sérieux et médical, entre guillemets. Oui. En revanche, je me demande où on trouve du gras de lapin. Oui, dans le lapin, je crois. Moi, j'ai de la chance, j'ai un lévrier qui chasse bien le lapin et de temps en temps, il m'en attrape un. Donc, voilà, je vais pouvoir faire un commerce de gras de lapin. On va se lancer dans le commerce parallèle de gras de lapin, messieurs. Super. Bonne nouvelle. Merci, Fleur chérie. Ça va m'apporter beaucoup de joie aujourd'hui. Grâce à vous, je découvre que j'ai un avenir financier vendeuse de gras de lapin. Je viendrai faire des petits pots avec vous si vous. Toute ma vie, je vais faire quelque chose pour les érections des hommes quand même. Vous avez vu comment je me dévoue. Finir dans les bonnes recettes. Et ça va être très drôle. Bon, merci beaucoup Fleur chérie. Et puis je rappelle qu'on peut aussi vous retrouver sur le site mysweetfantasy.com. Voilà de quoi aussi faire monter les érections. C'est un booster d'érection. C'est un booster d'érection également puisqu'on peut réaliser ses fantasmes. Merci Fleur chérie. Allez, on fait une petite pause et puis on va écouter Aurélie qui va nous parler également d'amitié. Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Revenons sur l'amitié, le sujet du jour avec Anne-Laure Buffet. Et nous écoutons maintenant Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Merci de me prendre à l'antenne. Merci à vous. Alors je suis désolée, j'ai pas pu écouter le début de l'émission, donc peut-être qu'il y a des choses que vous avez déjà dites. Alors j'explique mon cas. Allez-y, oui. Je me suis rendu compte que j'ai des stratégies pour draguer qui sont pas bonnes du tout. Donc quand il y a un homme qui me plaît, souvent je deviens son amie. Et après, c'est compliqué de sortir de là. Et donc du coup, je suis secrètement amoureuse. J'ose pas avouer mes sentiments et je reste dans une espèce d'attente qu'il y ait quelque chose qui se passe, avec beaucoup de frustration du coup. Jusqu'à ce que la situation, en fait, je finisse par m'en éloigner parce que ça me fait trop de mal. Après, j'ai essayé une autre stratégie qui consistait à dire de suite quand un homme me plaisait, mais ça marchait pas non plus, parce que du coup je pars de suite dans la passion et puis ça fait peur et puis la personne je la connais pas au final et ça casse tout. Et voilà. Et donc en fait je sais pas comment faire pour sortir de ce genre de situation. Vous savez pas comment faire pour draguer? Exact. Je crois que c'est ça en fait le fond du problème. Et surtout ce mélange entre l'amitié et l'amour en fait. C'est ça que j'ai peut-être de pas très clair. Et surtout de la peur de perdre un ami, du coup. Si jamais j'avoue mes sentiments. J'ai surtout l'impression que vous ne savez pas trop repérer
les hommes avec qui vous pourriez avoir des chances que ça colle, quoi. Parce que pourquoi pas s'arranger pour créer un lien un peu plus proche avec quelqu'un, parce que c'est en effet une solution pour que ça aboutisse sur une relation. Mais j'ai l'impression que vous choisissez, enfin vous ne repérez pas les hommes avec qui il pourrait se passer quelque chose, parce que enfin je sais pas ce que vous entendez quand vous dites j'essaye d'être amie avec les hommes qui me plaisaient. C'était quoi? C'était qu'est-ce que vous faisiez qu'on voit passer beaucoup de temps, on passait beaucoup de temps ensemble, de discuter, de. Mais vous deveniez amis? Oui. Ah, oui. Mais vous leur disiez quoi? Vous leur disiez je suis contente d'être ta meilleure amie. Qu'est-ce que vous leur disiez? Rien Sur de particulier par rapport à mes sentiments à moi. Mais vous ne, ce que je veux dire par là, est-ce que vous imposiez tout de suite un statut d'amitié, c'est-à-dire que quelque part vous fermiez la porte? C'est ça que je veux comprendre, voyez. Parce que si vous ne fermiez pas la porte, si vous aviez un tant soit peu une chance que ça fonctionne, je pense que l'homme aurait fait des pas vers vous aussi. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, en ayant peur de ne pas pouvoir avoir une relation amoureuse avec cet homme-là, mais en lui signifiant qu'il comptait pour vous, vous lui avez indiqué que vous pouviez être amis. Donc lui, il a entendu, elle peut être mon amie. Donc elle me dit qu'elle ne pourra pas être autre chose que mon amie. Oui. Voilà, c'est ce qu'on essaye de comprendre. Parce que dans ce que vous racontez, il y a deux possibilités. Enfin, j'en vois deux surtout. C'est soit, en effet, vous aviez trop fermé la porte, soit vous avez choisi un homme qui, de toute façon, n'aurait pas pu être attiré par vous. Donc c'était échec et mat de toute façon. Voyez. Ouais. Et je crois que c'est la première solution. C'est pas vraiment que j'ai fermé la porte, mais la peur de montrer mes sentiments. Je fais style, c'est juste de l'amitié en fait. Eh oui, donc là, ils vont pas aller vous draguer parce que de toute façon. Ça veut dire que vous êtes tombé sur des hommes corrects. Ça, c'est vrai. Et après, vous dites que vous leur sautez dessus, vous leur dites. Mais du coup, je me suis dit, il faut que j'explique, il faut que je dise mes sentiments. Bon, maintenant, ce que je ressens, en tout cas. Ma petite Aurélie, on va y aller. Donc, exactement. J'ai pris mon courage à deux mains, je me suis préparée psychologiquement, je me suis refait la phrase des centaines de fois. Et donc voilà, j'ai pu dire ce que j'éprouvais. Et donc les relations ont commencé, mais très rapidement, et ça a été trop rapidement. Ouais, mais là, je pense que vous les avez étouffés, quoi. Vous les avez envahis de vos sentiments, et là, ils prennent peur, les hommes. Ils se disent, oh là là, si déjà au début c'est comme ça. Très vite, vous vous êtes livré en disant, je t'aime, tu me plais. Assez rapidement quand même, ouais, je crois. Trop rapidement. Oui, je pense qu'au bout d'un mois, c'est un peu rapide. C'est une vraie question. Au bout d'un mois, c'est un peu rapide, oui. Enfin, ça dépend quand il y a un coup de foudre. Mais s'il n'y a pas de coup de foudre, il faut faire attention, parce que quand il n'y a pas de coup de foudre, si on est trop envahissant ou envahissante, dans votre cas, ça fait un peu peur à l'autre. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est une vraie question. À quel moment on peut s'autoriser à dire à quelqu'un que l'on aime, qu'on l'aime? C'est voilà, il n'y a pas de date limite de consommation. Hein, c'est pas un pot de yaourt. Donc, est-ce que j'attends 1 mois, 2 mois, 3 mois? Est-ce que j'attends d'être sûre de mes sentiments? Est-ce que je prends le risque de le dire, même si mes sentiments peuvent évoluer? C'est toujours une question qu'on peut se poser. Hein, à quel moment on va le dire? Mais c'est vrai que si en plus de lui dire, de dire à quelqu'un je t'aime très rapidement, vous avez manifesté beaucoup de présence très vite. Un couple, ça se construit avec le temps, et parfois ça peut sembler un peu frustrant, mais c'est la manière dont on y va petit à petit. C'est un peu comme quand on est sur un chemin. Si on marche côte à côte ou si on court, c'est sûr qu'on va plus vite, arriver là où on veut aller quand on court, mais c'est pas certain qu'on reste à côté de l'autre puisqu'on n'est plus au même pas. Et puis on risque de se tordre la cheville si on court trop vite. Bon, merci Aurélie en tout cas de votre témoignage. Et écoutez, vous allez trouver le juste milieu, je pense, entre tout ça. Alors avant de donner la place aux infos, il y a évidemment la devinette du jour. Quel est l'avantage d'une épouse qui zozote? Anne-Laure Buffet, c'est après les infos que évidemment, vous aurez la réponse. Pas.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Anne-Laure Buffet. Nous évoquons aujourd'hui l'amitié à l'occasion de cet ouvrage que vous pouvez retrouver aux éditions Erol qui s'appelle tout simplement L'amitié. Alors on a essayé de comprendre ce que signifiait l'amitié, quelle est la différence entre l'amitié et l'amour. Je crois qu'on en a parlé en introduction de cette émission. Les preuves d'amitié, elles sont peut-être, c'est peut-être à vous de nous les raconter. De quand est-ce que vous avez eu l'impression que votre ami vous a donné vraiment une preuve de son amitié sincère? Vous pouvez nous le raconter au 0826 300 300. Alors bien sûr, la devinette, vous l'avez écoutée, Anne-Laure Buffet, vous y avez réfléchi. Quel est l'avantage d'une épouse qui zozote? Je ne sais pas du tout. Vous ne savez pas du tout. Eh bien, quand elle demande un bisou, un bijou, en fait, elle demande un bisou. Alors ça coûte pas trop cher. C'est des économies. C'est parfait. Bonjour Cécile. Bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous pour cette nouvelle thématique. Alors racontez-nous, vous avez eu un ami, c'était pratiquement un frère de cœur, hein? Oui, c'était un frère de cœur que j'ai rencontré quand j'avais 25 ans. Il avait 7 ans de plus que moi. Et c'était quelqu'un que j'ai rencontré par le biais de copains communs en fait, à l'époque. Et vous étiez une bande d'amis en quelque sorte, hein? Ouais, on était une bande d'amis, c'est ça. Et moi, j'arrivais dans cette bande-là et j'ai eu un coup de cœur. D'abord, j'ai eu une attirance physique pour cet homme parce que je le trouvais très séduisant, il me plaisait quoi, tout simplement. Et puis je n'ai pas été dans cette voie-là en fait. Avec lui, j'ai pas été en mode séduction, drague, etc. Et j'ai laissé les choses s'installer, la relation s'installer petit à petit. Et puis un jour, j'étais très en détresse dans ma vie et il est venu me porter secours quelque part, voilà. Et là j'ai vu que c'était un ami, j'ai compris, j'ai ressenti en fait que c'était un ami et on est resté en lien d'amitié pendant jusqu'à son décès il y a 2 ans, donc pendant quasiment 25 ans, voilà. Et on a eu parfois discuté de cette attirance qu'on pouvait ressentir physiquement, de cet attrait, mais notre complicité, nos échanges justement, de se raconter nos petites histoires et de partager une intimité de cœur, en fait, comme j'aime à l'appeler, était plus forte et plus prégnante sur une intimité sexuelle. Oui, et puis ce qui me semble intéressant, c'est que vous en avez parlé, vous avez su la nommer, cette attirance réciproque, et finalement vous vous êtes dit, je ne sais pas si vous l'avez dit réellement, concrètement, mais en tout cas intuitivement, vous vous êtes dit, cette amitié-là, elle est bien, restons-en là, quoi. C'est ça, oui, on se l'est dit à haute voix, les yeux dans les yeux, plusieurs fois, pas 2 ou 3 fois en 25 ans. Souvent, c'est quand on buvait du champagne. Parce que on adore tous les deux le champagne. Et du coup, c'était non, on gâche pas cette. On avait, lui et moi, la sensation qu'on allait trahir quelque chose, qu'on allait perdre quelque chose, en fait, qu'on avait construit, et que finalement, le côté de ne pas passer à l'acte physique était plus apporter un peu de piment, parce qu'on savait pas. On ne sait pas, tant qu'on vit pas les choses, ce qui aurait pu se passer. Mais dans notre fantasme, ça restait de l'ordre de non, mais on va gâcher quelque chose. Restons comme on est tellement bien. On passe des heures au téléphone. C'est quelque chose qu'on entend souvent, régulièrement, justement des bons amis qui peuvent et qui le disent. Ça ne devient pas un tabou, avoir une attirance l'un pour l'autre, mais qui veulent pas franchir le pas en se disant après tout là, la relation est tellement belle. Demain matin au réveil, est-ce qu'on arrivera à retrouver la spontanéité, le naturel qu'il y avait dans notre amitié?
comment ça va évoluer, et la peur ou la non-envie en tout cas de gâcher l'amitié interdit ou empêche une relation sexuelle et pourquoi pas une relation amoureuse. Ouais, c'est ça, c'est la spontanéité, c'est tout à fait juste. Et pour notre part, parce qu'on était très amis, parce qu'on se ressemblait, enfin, c'est pas parce qu'on se ressemblait, mais il se trouve qu'on se ressemblait aussi dans nos relations sentimentales, c'est-à-dire qu'on était impliqués corps et âme, et on avait cette espèce de certitude. Je crois qu'il y a aussi quelque chose que vous avez dit, et donc je vais reprendre votre expression. Vous avez dit on était frères de cœur. De cœur, c'est ça. Et il y a le mot frère. On ne couche pas avec son frère. Et je crois qu'il y a un moment donné, quand on connaît bien quelqu'un et qu'on l'appelle presque, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de la famille, les amis, quelque part. On dit d'ailleurs, on choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Mais il y a un moment donné où peut-être aussi qu'il y a quelque chose ce serait presque incestuel que de passer à l'acte avec son meilleur ami ou sa meilleure amie. Oui, c'est ça. Il y a une. Ça se fait pas, quoi. Il y a une dimension interdite, et je pense que d'ailleurs dans le vocabulaire, dans la relation, on parle de frère ou de sororité, de fraternité ou de sororité, pour mettre le cadre justement, et donc les interdits inconscients qui vont avec, parce qu'on sait quand c'est un frère ou une sœur et qu'on est normalement constitué, il n'y a pas de sexualité. D'ailleurs, ça ne nous vient même pas à l'esprit. Non, et puis il y a autre chose aussi, c'est que vous parliez de la manière dont et lui et vous, chacun de votre côté, dans vos histoires, vous pouviez vous engager, mais entre vous, vous en parliez de vos histoires. Mais si l'histoire avait été entre vous deux, à qui vous en auriez parlé ? C'est ça. C'est vrai, le confident, la confidente, en fait, elle n'aurait plus été là. Donc, on perd aussi cette part-là de l'autre. Exactement. Exactement. On perd un pilier, on perd une référence. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était comme ça avec cet homme-là. C'était impossible d'aller physiquement dans l'acte, parce que on s'apportait tellement de choses sur tous les autres plans que notre relation nous comblait. On était heureux de ce qu'on vivait, quoi. C'était fantastique. Il me manque énormément. Oui, bien sûr, évidemment. Et parce que ça se remplace pas comme ça, un ami de 25 ans, avec ce lien fort que vous aviez, ça se trouve pas sous les pieds d'un cheval. Hein. Non. Et curieusement, je dis pas que l'amour se remplace facilement non plus, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais oui, c'est une amitié qui aura compté dans votre vie, et il restera, et il vous aura certainement aidé à vous construire aussi. Ce qu'on disait au début de l'émission, on peut remplacer. Un amour peut succéder à un amour, un ami ou une amitié, en tout cas telle que celle que vous aviez avec cet ami. Il peut y avoir d'autres amitiés, heureusement, mais ce lien très particulier, il est difficile à retrouver. Oui, parce qu'on est on est sans phare, on est sans filtre. Il y a plus de tabou, il y a plus de faux semblants. On se livre tel qu'on est à l'autre. Alors on peut le faire en amour aussi, mais le temps, le temps permet de construire un socle, une base qui est indéfectible. Bien sûr. Et que quoi qu'on se dise ou quoi qu'on fasse, même si par exemple, on n'était pas du tout du même bord politique, par exemple. Et c'est ça qui était génial, c'est qu'on pouvait en parler, se fâcher, se dire des mots forts, mais l'amour qu'on éprouvait l'un pour l'autre était bien au-delà de nos appartenances, quelles qu'elles soient, quoi. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Et il y a une dernière chose aussi, c'est que avec un tel ami ou une telle amie, même si vous avez pu, en buvant du champagne, vous dire certaines choses, on cherche plus à séduire, alors que son amoureux, son amoureuse, je dis pas qu'on se lève tous les matins en disant qu'il faut être extrêmement séduisant pour lui plaire, mais on va quand même essayer d'entretenir la relation avec aussi la séduction. C'est mieux.
Ouais, c'est mieux. C'est mieux d'ailleurs. Non, mais c'est une différence en effet avec l'ami. Ouais. L'ami, on va se montrer à lui parfois dans notre pire état. L'amoureux. C'est peut-être un signe d'ailleurs si on va dîner avec notre meilleur ami et qu'on éprouve le besoin de mettre des fossiles et un décolleté, il y a peut-être une question à se poser. Peut-être. Oui. Peut-être. Merci en tout cas, merci beaucoup Cécile de ce joli témoignage. On continue dans un instant avec Tiffaine également qui va nous parler de ses amis. Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Anne-Laure Buffet, nous racontons nos amitiés plus ou moins fortes, plus ou moins belles, et puis aussi quels mots on met sur l'amitié. C'est pas si simple, hein, on l'a vu tout au long de ces témoignages. Bonjour Tiffaine. Bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Bonjour. Alors vous avez eu un coup de foudre amical, racontez. Alors un coup de foudre amical, c'est une amitié qui dure toujours depuis 25 ans avec Céline, une femme. En fait, on s'est rencontrés à une soirée, on dînait avec des amis. Et alors, comment dire, j'allais dire que ça avait déjà commencé presque avant, sans se connaître, et donc ça a été naturel et spontané. Et ça s'est construit, par contre, au fil des années. Alors, quand vous dites ça s'est commencé presque avant, c'est-à-dire qu'on vous avait parlé d'elle en disant tu vas bien l'aimer Non, c'est juste une sensation de dire comme si c'était, je sais pas, une évidence. D'accord. D'accord. Voilà, c'est une personne, alors en effet, à qui je peux me confier sans filtre. En effet, là, il n'y a pas besoin d'effort. Quand j'ai envie de pleurer, je peux pleurer. Quand je suis en colère, je suis en colère. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui nous permet peut-être de durer, c'est qu'il n'y a jamais de jugement, mais il y a vraiment de l'aide et de l'écoute. Et on est un peu une béquille, en fait, l'une pour l'autre depuis tant d'années. Et que jamais personne, j'allais dire, on a eu différents compagnons pendant 25 ans, et jamais aucune des personnes de l'extérieur n'a pu, en tout cas, casser ce lien. Moi, j'aime bien le mot que c'est un mot que j'utilise souvent quand vous parlez d'évidence. J'aime pas tellement l'expression, mais de manière générale, j'aime pas le mot coup de foudre. J'aime pas. Mais en revanche, oui, la chose qui est tellement évidente que on ne peut pas et on ne doit pas l'expliquer et on pressent, à raison dans votre cas, qu'elle va demeurer. Je préfère utiliser ce terme-là pour ces amitiés ou les amours, mais des amitiés qui sont naturellement, spontanément et presque immédiatement aussi fortes. Et alors, oui, vous dites forte, mais du coup, j'ai pas ressenti comme une force. Voilà, le coup de foudre, peut-être qu'il y a le cœur qui bat et tout ça. C'est la force dans l'intensité, de l'évidence. Oui, voilà, c'est vraiment plus ça. Mm-hmm. Oui, c'est pas la force qui fait. C'est pour ça que, mais en fait, je vais vous dire, c'est pour ça que j'aime pas le mot coup de foudre, parce que, l'expression, parce que déjà coup, j'aime pas trop, et foudre qui dit foudre dit être foudroyé. En général, on finit mal quand on est foudroyé. Donc, mais c'est pas. Si on doit reprendre le mot force, c'est vraiment la solidité intangible et immédiate du lien. C'est pas un coup de poing à la figure. Ce qui serait intéressant, Tiffaine, c'est que vous nous disiez, puisque bon, j'entends bien ce terme d'évidence et il me va bien, mais que vous nous disiez pourquoi, parce que j'imagine quand c'est évident comme ça, et là on parle bien d'amitié et non pas d'amour, vous avez dû vous sentir, vous reconnaître en elle comme elle a dû se reconnaître en vous, j'imagine. Il y a quelque chose comme ça de très narcissique, au sens positif du terme d'ailleurs. Eh ben, je sais pas l'expliquer, parce qu'on est assez différentes. On est très différentes. Donc c'est deux âmes sœurs. Je sais pas trop. Je sais pas l'expliquer. C'est pas du narcissisme. Ouais. Non. On se voit pas l'une dans l'autre. On est différentes physiquement. Alors qu'est-ce qui fait que vous vous entendez bien, qui vous rapproche? Parce qu'avec une amie, on a forcément des points communs. Sinon, ça peut pas durer. Ok. Du coup, c'est l'écoute et la compréhension qu'on a l'une pour l'autre. Donc, quand vous la rencontrez, vous avez dû, dans son regard, sentir qu'elle vous accueillait comme telle que vous êtes. Enfin, vous voyez, il y a dû y avoir quelque chose de cet ordre-là. Je pense que on a piqué un fou rire toutes les deux sur la même chose. C'est parti là-dessus. Je vais vous dire, mais c'est archi bête, mais j'avais un chewing-gum, j'ai rigolé, il m'est revenu dans le pull, j'avais un pull à poil à l'époque. Et du coup, c'est tout bête, mais on n'en pouvait plus là-dessus. Et voilà. Alors peut-être que c'est ça le début, mais c'est ça, je me rappelle très bien de ce moment-là.
Et après sur les points communs, on a eu des parcours amoureux, on va dire très mouvementés. Donc on cède là-dessus en fait. Oui, il y a de la compréhension, il y a oui, mais il y a pas de jugement, il y a quand même une ressemblance. Visiblement, vous êtes, on va dire, 2 cœurs d'artichaut ou je ne sais quoi, mais quelque chose de cet ordre-là. Alors oui, ça c'est un point commun, c'est vrai. Ah bah oui, vous voyez bien, si vous cherchez, on va en trouver quelques-uns. Je vous assure, Tiffaine. Non, on a ça, on a la marche. Ça a toujours été, on marche et c'est là où d'ailleurs, c'est nos sas de décompression et c'est là où on peut parler. Et puis une espèce de détachement peut-être au jugement des gens, parce que malgré tout, on a avancé, on était là chacune pour se réconforter, mais finalement, ça nous donnait peut-être une force par rapport au regard des autres personnes qui pourraient dire que nous sommes instables, que nous, vous voyez. Oui. Mais vous voyez, ça revient à l'anecdote que vous avez racontée. Quand vous avez votre chewing-gum qui tombe sur votre pull, etc., vous auriez pu vous sentir très bête et très malhabile et complètement idiote, et puis tout d'un coup, parce qu'elle rit et qu'elle vous regarde et qu'elle vous accueille dans votre maladresse, vous vous sentez en confiance avec elle et ça crée le lien d'amitié qui dure encore aujourd'hui. Eh ben c'est ça. C'est ça. Parce que... non, mais c'est ça part d'un chewing-gum, on n'a plus la poêle. C'est gentil de me donner raison, Tiffaine, mais c'était juste une supposition. Non, mais bon, comme c'est ce qui nous fait rire toutes les deux il y a 25 ans en arrière, c'est ça qui a scellé. Ah non, mais c'est vraiment ça, parce que vous l'avez dit, c'est ça, avec tellement de spontanéité que c'est vraiment ça. C'est ça. Comme ça, vous allez pouvoir l'appeler en disant, tu sais, c'est chewing-gum, c'est... oui, je vais lui rappeler ça ce soir. Elle vient, je passe une année aujourd'hui en plus, donc. Bon anniversaire. C'est gentil. Elle vous offre des chewing-gums ce soir? Ah, je sais pas. Je crois qu'elle arrive plutôt avec du vin bio, mais voilà. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Vous savez quoi? Allez acheter un paquet de chewing-gum si vous avez le temps. Ah oui, c'est vrai, ça serait fait. Ouais, ça serait drôle. Et par contre, alors du coup, j'ai une petite pointe un petit peu de gêne par rapport à quelque chose. C'est une question, du coup, pour pour Anne-Laure. Elle a été, elle s'est séparée il y a 6-7 mois. Donc elle était embêtée pour se loger puisqu'elle pouvait pas récupérer son appartement, bref, avant juillet. Et donc moi j'ai des voisins qui ont un petit chalet et j'ai demandé s'ils pouvaient lui prêter. Donc juste à côté de chez moi, hein, on est vraiment à 15 mètres l'une de l'autre. Donc elle est venue, ça s'est fait, elle habite là. Et une ou deux fois quand elle parle de cet endroit, en fait elle se l'est approprié, c'est là où elle habite actuellement, donc c'est vrai qu'elle dit ma colline ou des choses comme ça, et du coup ça m'a fait comme un petit pic, comme si, moi j'habite depuis 5 ans ici, et comme si, c'est pas très beau ce que j'ai ressenti, mais est-ce que c'est de la jalousie ou... C'est en tout cas une question de territoire. Hein. Ouais, c'est pas de la jalousie, mais c'est vous êtes extrêmement amis, mais on a tous besoin de notre territoire, hein, qui c'est pas une question de superficie définie, mais on a besoin de savoir ce qui est à nous et là où on se sent bien. Et de fait, par amitié, vous l'avez fait rentrer sur votre territoire et elle s'y reconnaît. Donc il y a une petite part de vous, et c'est pas bien grave, mais une petite part de vous dont vous êtes un peu dépossédé parce qu'elle la connaît ou elle se l'approprie un peu plus que vous ne le souhaiteriez. Et c'est pas de la jalousie, c'est une gêne. Donc après, c'est aussi à vous d'accepter qu'elle se l'approprie, d'accepter qu'elle s'y sente bien. Et finalement, elle s'y sent bien. Pourquoi? Parce que vous êtes proches aussi. Peut-être qu'elle n'aurait pas du tout le même sentiment autrement. Moi, je crois ce que j'aurais envie de vous dire, Tiffaine, c'est à vous de voir à quel point votre notion de territoire est pas si simple pour vous à gérer, parce que ça parle de vous finalement, ça parle pas d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que finalement vous avez besoin d'avoir votre territoire et vous n'en êtes peut-être pas suffisamment consciente et vous n'êtes peut-être pas si sûr que ça d'avoir votre territoire. Et donc ça a fragilisé quelque chose qui n'est pas très clair pour vous. Est-ce que je suis claire justement?
Oui, vous êtes clair, mais dans ma tête, ça lit pas trop. Justement, ça m'a fait tilter. Alors, est-ce que c'est parce que c'est elle qui a dit ça? C'est pour ça que je me suis dit, si c'est ma meilleure amie, je peux pas avoir ce genre de pensée. Bah si. Si, vous pouvez. Alors attendez, d'abord, on a le droit d'avoir toutes sortes de pensées. Ouais. Ce qui est bien, c'est que vous vous êtes dit, oh là là, pourquoi j'ai cette pensée-là, et maintenant vous allez travailler sur vous. Il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas à vous en vouloir et elle n'y est pour rien. Et on a tous besoin de savoir ce qui est à nous. Après, on peut le partager, mais on a besoin de le sentir de manière un peu solide. Oui, mais ouais, parce que cet endroit où je suis, c'est vraiment l'endroit où je voulais être de toute ma vie, ça c'est sûr. Alors, Tiffany, on fait une petite pause parce que c'est comme ça dans cette émission et dans toutes les émissions de radio de toute façon. Et on vous retrouve et on va vous aider justement parce que là, je crois qu'en effet, vous avez besoin d'un petit coup de main. Sud Radio. Avec Anne-Laure Buffet, nous parlons de l'amitié. On pourrait en Love Conseil parler de son territoire. Alors Tiffany, justement, on va vous aider à comprendre ce que vous êtes en train de vivre. À mon avis, mais encore une fois, c'est mon opinion. Et vous n'êtes pas obligé de me répondre que c'est tout à fait ça. Je pense que ça a été quelque chose d'essentiel, cet endroit que vous avez réussi à avoir. Et quelque part, quand elle s'approprie en quelque sorte un peu cet endroit, vous avez l'impression qu'elle ne vous reconnaît pas dans cette difficulté que vous avez eue à vous approprier votre territoire. Je ne sais pas, elle connaît mon parcours. Et... Oui, mais là, elle prend un peu votre place. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Et ça a été... Enfin, est-ce que c'est vrai d'abord? Est-ce que ça a été difficile d'obtenir ce territoire? D'arriver là où j'en suis, oui, c'est pas tombé du ciel. Et quand il est arrivé, j'ai cherché. Et après, j'ai bougé des montagnes pour être. J'avais une idée de là où je voulais être. Donc, en effet, je dirais pas que ça a été difficile parce que, comme il n'y a jamais rien de très facile. Enfin, j'y vais quoi. Je relève les manches et puis je fais. Je me plains pas. Comment dire, je peux pas. Vous y êtes allée, vous y êtes arrivée toute seule à cet endroit-là. Oui. Peut-être que le fait qu'elle s'y sente aussi bien, mais d'une certaine manière, sans qu'elle ait eu besoin de faire tous ces efforts, parce qu'elle a bénéficié de votre aide, peut-être que ça vous renvoie aussi là à quelque chose de vous, de votre histoire. Quand Brigitte a raison, parle de territoire. C'est le territoire, c'est pas simplement géographique, c'est pas sur une carte. C'est la manière dont on arrive à délimiter de façon symbolique, psychique, l'espace, tous les espaces dans lesquels on se reconnaît, on se retrouve et on se sent en sécurité. Et vous, le vôtre, de ce que l'on entend, manifestement, vous avez dû le construire un peu en remontant les manches et donc je vais pas dire c'est une victoire, mais c'est l'espace de tranquillité, le lieu de tranquillité que vous avez enfin atteint. Et peut-être que vous vous dites que ça a été plus facile pour votre ami. Encore une fois, vous ne vous le dites pas par jalousie. Encore une fois, c'est plus du domaine de la pensée inconsciente que consciente. Mais peut-être que vous vous dites que pour elle, ça a été plus facile parce que vous êtes là et qu'elle oublie la difficulté que vous avez pu rencontrer pour y être. Et du coup, pour une fois, elle vous comprend pas. Oui, mais je peux pas lui en vouloir ce que je lui propose. Mais Tiffany, on n'a pas dit que vous lui en vouliez. Ouais. Mais Tiffany, vous n'êtes pas en train de lui en vouloir. Vous êtes en train de parler de vous. Oui. Voilà. Je crois que vous êtes trop unis à votre amie pour imaginer que vous puissiez avoir une quelconque pensée qui puisse être vis-à-vis d'elle un tant soit peu contrariante. Vous ne voulez pas la blesser, la juger, et vous ne voulez pas culpabiliser de ça. Mais c'est pas parce que vous dites elle est entre guillemets sur mon territoire et ça me dérange un peu que vous êtes en train de dire du mal de votre amie. Vous êtes en train de dire il y a quelque chose qui me dérange un peu, et ça ne veut même pas dire que c'est elle qui vous dérange. C'est que vous, en vous, il y a une petite blessure qui a dû se rouvrir, quelque chose qui est mal cicatrisé. Donc elle vous parle de vous sans vouloir vous prendre quelque chose qui vous appartient. En fait, Tiffany, c'est un mécanisme humain fréquent quand on a une blessure qui nous a fait souffrir et qui n'est pas complètement cicatrisée. Une réflexion de quelqu'un
peut la rouvrir, cette blessure. Et quand elle dit mon chalet, mon machin, ça rouvre cette blessure. Et donc, par réflexe, pour vous protéger, et ça c'est très inconscient, vous pensez que vous êtes un peu jalouse d'elle, mais non, vous êtes juste en train de ressouffrir un peu de tout ce qu'il a fallu faire pour acquérir ce territoire. Est-ce que je suis claire ? Oui, c'est clair. Voilà, donc soyez en paix avec vous-même, et puis dites-lui, gentiment, dites-lui, je suis contente que tu te plaises sur mon territoire. Si tu savais comment j'ai souffert pour obtenir cet espace, et je pense qu'elle l'entendra. Oui, c'est vrai. Oh, avec un bon chewing-gum. Oui, non, mais c'est vrai. Et je suis heureuse que grâce à moi, tu puisses en profiter. Vous pouvez lui dire ça. Mais ça fait pas un peu présomptueux, ça, de dire ça? Ça va vous faire du bien. C'est pas présomptueux, c'est la réalité. C'est peut-être aussi c'est la vérité. dire à haute et intelligible voix, vous reconnaître de vous-même à vous-même le parcours que vous avez fait, même s'il y avait votre ami à côté de vous, c'est quand même vous qui avez fait ce parcours, et reconnaître ce que vous avez fait, réalisé, élaboré, travaillé, pour pouvoir être depuis 5 ans là où vous êtes. Donc c'est parce que j'aurais tendance à penser qu'en sens inverse, vous êtes très reconnaissante pour les personnes qui ont pu être sur votre chemin et vous donner de l'aide par moment. Vous êtes très reconnaissante, mais vous ne voulez pas qu'on soit reconnaissant vis-à-vis de vous. C'est moi qui ne le veux pas. Ouais, ça vous dérange. Ok. Oui, parce que vous n'êtes pas assez apte, Tiffaine, à reconnaître encore ce qui est un peu fragile et douloureux chez vous. Et donc vous masquez ça par d'autres sentiments qui sont pas les bons. Accueillez votre souffrance, votre blessure, et c'est pas grave, hein, Tiffaine. Et puis non, mais ça a donné matière à réfléchir. Bon, et réécoutez un podcast si tout ce qu'on vous a dit, ça va vous aider à voir clair pour ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, Tiffaine, merci à vous, c'est important. Et bonne soirée. C'est important parce que... Oui, allez-y, pardon. Allez-y. Oui, ma soirée va être bonne, merci. Et bon anniversaire, hein, c'est ça, j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Alors bon anniversaire. Merci beaucoup à vous deux. Merci Tiffaine. On continue avec Renaud. Voilà un témoignage aussi assez intéressant et assez exceptionnel. Bonjour Renaud. Il me semble en tout cas. Bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Bonjour Renaud. On vous écoute, allez-y. Écoutez, moi je dirais qu'un peu par amitié j'ai couché. Racontez. Donc moi je suis homosexuel, je me suis toujours ressenti tel que. Et puis quand j'avais 28 ans, j'ai rencontré une jeune femme, donc qui avait 6 mois de moins que moi, et j'ai été hypnotisé par elle. Et pour finir, écoutez, on s'est mariés, on a eu 7 enfants, on a vécu 20 ans ensemble, et puis on a divorcé. Et puis malgré tout, nous sommes restés toujours en relation et très bons amis et très 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 bons amis. Elle s'est remariée de son côté. Et vous êtes redevenu homosexuel? Je ne suis pas redevenu, je l'ai toujours été. D'accord, vous l'avez toujours été. D'accord. Non, mais c'était une boutade, évidemment. Hein, vous avez bien compris, Renaud. Non, mais parce que je ne sais pas, peut-être que vous savez. Alors, je vais vous dire, moi, j'y connais. La sexualité, c'est juste la mienne, et je me garde bien de me mettre à la place, parce que vous avez les connaissances et les moyens. Moi, je suis un peu une oie blanche, hein, quelque part. J'ai 62 balais, et pourtant, je suis toujours très innocent. Mais non, je crois que j'ai toujours été homosexuel. D'ailleurs, c'était un peu mon drame, parce que moi je lui avais dit très rapidement d'ailleurs, parce que donc moi je suis tombé en amitié, nous sommes tombés en amitié très 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 rapidement, et quand j'ai senti que de son côté je sentais quelque chose de plus que l'amitié, je me suis dit, je vais casser le morceau tout de suite, parce que là on part sur un truc qui est pas bon. Donc je lui ai raconté mon histoire. En plus je sortais d'une relation toxique avec un garçon qui m'a valu quand même 1 mois de prison, parce que c'était un escroc, et il m'avait mis donc voilà, vous avez mis dans la merde, quoi. Il m'a foutu dans la merde. Moi, en plus, j'avais vu le coup venir, mais je laissais faire, parce que
parce que c'était compliqué. Je voulais partir de chez mes parents, donc je m'étais dit bon allez, je pars avec ce gars-là. Au moins c'est clair. Je suis homo, je vis ma vie, et puis donc je voyais les choses venir. Donc c'est pour ça que j'ai pas de regrets. Je me victimise pas du tout. Quelque part, voilà, j'ai eu la monnaie de ma pièce. Mais donc quand alors, je ne sais pas si vous êtes tombé amoureux de cette femme ou si c'était que de l'amitié. Voilà, c'est justement, c'est la question, parce que je ne sais toujours pas comment me situer. Mais d'ailleurs, je crois que mais vous aviez envie d'avoir des enfants, par exemple? Parce que 7 enfants, c'est pas mal. Hein. Oui, mais justement non. Alors parce qu'à l'époque, j'étais traditionnaliste, catholique tradit. Certains diront intégriste, au le vilain. Et donc quand on s'est marié, on a envisagé le fait que peut-être qu'on pourrait pas avoir d'enfants. Vous savez, on fait des tests un petit peu avant le mariage, des trucs, des machins. Et je me suis dit, et on s'est dit, dans ce cas-là, on se dit, si on veut des enfants, on adoptera. Donc c'était pas, moi je me marie avec elle parce que j'avais envie de rester avec elle et de faire quelque chose avec elle. Mais ça tournait pas forcément autour des enfants. Les enfants, s'il y en avait... Est-ce que ça aurait pas pu être aussi, puisque vous avez dit que vous étiez catholique et très... Est-ce que c'était pas aussi vous acheter une respectabilité auprès de votre famille, puisque vous vous mariez... Après la prison, après l'homosexualité... J'y ai pensé, mais j'y ai pensé même souvent. Mais c'est pas si évident, parce que j'avais dit à mes parents que j'étais homo. Je suis parti avec ce type pendant 3 ans. Je suis revenu, la queue entre les jambes, parce que après mon petit passage en prison, c'est mon père qui est venu me chercher. Donc je voulais pas. Enfin bon, c'est eux qui se sont démerdés pour. Bref. Donc ils m'ont un petit peu forcé la main et quand je suis sorti de tôle, il était là à m'attendre. Mais j'avais pas dans la mesure où il savait. J'estimais que c'était suffisant et j'avais pas besoin de me racheter par rapport à ça, je crois pas. J'avais pas un besoin de rédemption. Sans parler de vous de racheter, mais c'est rentré finalement quand même dans quelque chose qui correspondait à la famille, quoi. Enfin, je veux dire, vous voyez. Oui, je vois. Sauf que quand j'ai rencontré, ça faisait 1 mois que j'étais rentré chez mes parents. Donc j'étais en train de me dire, je me refais une petite santé et après je vais me trouver un job et je vais me tirer. Il faut que je parte. Donc j'étais pas en train d'accrocher sur le. Non, j'avais pas. Non, mais ça n'enlève rien à cette belle relation que vous avez eue avec cette femme et sans doute l'amitié, voire l'amour que vous avez eu pour elle et cette famille que vous avez créée. Je veux dire, ça n'enlève rien, mais peut-être que ça a joué. C'est juste ça que je veux dire. Oui, ça peut-être, sans doute, parce que il y a tellement de nuances que forcément ça a dû participer, mais je pense pas. Renaud, excusez-moi, vous avez combien de frères et sœurs? J'ai qu'un frère. 4 frères? Non, je n'ai qu'un frère. Pardon. Okay. Oui. D'accord. Et lui, il est marié? Il est marié, il a 7 enfants. Ah, c'est curieux. 14 enfants? Oui, ça fait 14 pour mes grands-parents, aussi pour les grands-parents. Avec 2 enfants, c'est productif, il faut reconnaître. Je vois ça. Heureusement qu'il y a les familles catholiques qui font des enfants, Anne-Laure. Hein, sinon, qui est-ce qui payerait votre retraite, hein? Les catholiques, les gens du Nord, encore quoique moins, et les immigrés, donc voilà, on fait melting pot. C'est bien. Votre retraite est sauvée, Anne-Laure Buffet. J'ai calculé à quel âge je vais la prendre, c'est pas gagné. Hein. Moi je dois bosser jusqu'à 67 ans. Renaud, il a fait ce qu'il a pu. Hein. Merci Renaud. Oui, vous êtes gentil, mais moi je dois bosser jusqu'à 67 ans, je signale, hein, parce que justement avec mes déboires financiers machin, j'étais pas répertorié. Vous avez quel âge là? 62. Oh ça va, vous me semblez très en forme, vous tiendrez volontiers 5 ans, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, vous êtes amie avec la mère de vos enfants? Très. Mais peut-être qu'elle n'a jamais été qu'une très amie, ce qui est déjà merveilleux, avec laquelle, certes, vous avez eu au moins 7 fois, si je sais compter, des relations sexuelles, mais... Alors, non, vous n'allez pas me la faire, voilà.
Et moi, je vous ai rien fait. Moi, Renaud, je vous ai rien fait. Hein. Je suis juste assise face à un micro. Non, mais attendez. Je peux plaisanter. Bien sûr. Non, mais ça peut être une très, 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 très bonne amie avec laquelle vous avez eu des relations sexuelles. Oui, mais si vous voulez, moi, je suis vraiment un homo pur et dur. C'est ça qui est étonnant. C'est pour ça que il y avait un truc. Bon, j'avais déjà essayé. En quoi c'est un problème de vivre avec une femme en étant un homo pur? C'est quoi un homo pur et dur? Alors, quand je dis homo pur et dur, c'est que je n'ai de fantasme que pour les hommes et je ne. Vous avez quand même couché avec cette femme. Eh ben, c'est ça qui est bizarre. Bon, attendez. Elle rigole. Renaud, restez avec nous, on va vous retrouver dans un instant parce que là, on peut pas. Non, mais c'est votre manière de le dire, excusez-moi. On se retrouve tout de suite, Renaud, restez avec nous. Le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En tout cas, Anne-Laure Buffet, on a vu que l'amitié entre hommes et femmes, c'est possible. On a eu plusieurs témoignages en ce sens. Et donc, on a Renaud qui est avec nous. Renaud, donc, vous avez rencontré une femme lorsque vous aviez 29 ans. Vous êtes un gay pur et dur. On ne sait toujours pas ce que ça signifie. Enfin, en tout cas, Anne-Laure Buffet ne sait toujours pas. De moins en moins dur, quand même. Hein. À 62 ans... J'ai rien demandé. Tout à l'heure, j'avais rien fait. Là, j'ai rien demandé. Je voudrais savoir ce que c'est. Qu'est-ce que vous entendez par homo pur et dur? C'est-à-dire que je suis attiré et je n'ai du désir que pour les hommes. Et mais alors, donc, ce que je vous disais juste avant... D'accord, mais alors quand vous lui faisiez l'amour à cette femme, vous pensiez à un homme pour bander ou quoi? Jamais, parce que justement, moi, je suis quelqu'un de... Alors, justement, ce que je vous disais juste avant qu'on passe à la pub, c'est ça qui est bizarre. C'est que j'avais déjà été entrepris par des filles avant de la rencontrer, et à chaque fois c'était un échec total. Donc d'abord j'avais été entrepris, hein, c'est-à-dire c'est pas moi qui y allais, c'est des femmes qui savaient en gros que j'étais homo, quoique pas toujours, et je me suis retrouvé en situation avec elles où elles m'ont carrément entrepris, et c'était lamentable, quoi. C'est-à-dire que là vous n'étiez pas pur et dur, quoi. Vous étiez mou. Il était très pur, pur et mou. Pur mais mou. Donc voilà, donc ça n'avait jamais fonctionné. Et puis donc je dis à cette femme que je rencontre assez rapidement que je suis homosexuel pour la décourager de ce côté-là. Ouais. Et elle me dit bon, en fin de compte, tu as 3 problèmes à résoudre. Ton problème de tribunal, ton problème de manque de boulot, faut que tu en trouves un, et ton problème d'homosexualité. Alors je lui ai dit pour les 2 premiers, oui, ça il va falloir régler tout ça. Pour le deuxième, le troisième, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Oui. C'est juste un état, et ça, je vois pas comment changer. Mais Renaud, ça vous intéresse que je vous donne la piste à suivre pour comprendre pourquoi vous pouviez lui faire l'amour? Écoutez, pourquoi pas, mais sauf que moi, ce que je peux vous dire, c'est que, par contre, la première fois qu'on s'est trouvé en situation où elle m'a embrassé, j'ai incroyable, petit Jésus, merci, j'ai senti une érection. Ah bah voilà, Jésus revient. Bon. Mais Renaud, vous aviez... Non, Jésus revient, enfin dans ma queue. Et pourquoi petit Jésus, merci? Parce qu'il est catho. Non, pourquoi petit Jésus, merci? Vous auriez pu être comme avec les autres et ne pas avoir d'érection, et voilà. Non mais excusez-moi, mais je vais donner une interprétation qui vaut ce qu'elle vaut. Renaud. Et d'ailleurs, petit Jésus, ça ne fait que confirmer mon intuition. Je pense que vous aviez inconsciemment un fort désir d'enfant, et c'est ça qui vous a permis d'avoir des érections. Et le petit Jésus, il est arrivé cette fois. Non, mais j'y crois pas du tout. Alors là, excusez-moi. Mais vous avez le droit de pas y croire. Je vous dis que je suis noix blanche. Je me permets, alors que je vous dis que je suis noix blanche, de vous dire à vous qui savez les choses du sexe que j'ignore. Oui, allez-y. Imaginons que vous soyez un homo pur et dur, mais plutôt bisexuel. Et qu'en fait, on vous a sans définir vraiment le on, mais vous êtes identifié comme homo parce que plus jeune, adolescent, pouvant avoir des désirs pour les garçons dans un milieu où j'imagine c'était peut-être pas très visible que vous puissiez être attiré par les garçons, vous êtes vous-même
coller cette étiquette de homo pur et dur. Mais peut-être que vous êtes attiré tant par les garçons que par les femmes. Après, tout dépend du garçon ou de la femme. On n'est pas obligé d'être attiré par tous les garçons ou de toutes les femmes que l'on va croiser. Mais vous avez dit aussi tout à fait au début que cette femme avec laquelle vous avez quand même eu 7 enfants et un mariage, ou dans l'ordre que vous voulez, elle vous avait fasciné. Mais peut-être qu'il y a une confusion qui est fréquente entre fascination et amour. Et puis moi, je vais vous poser la question qui peut-être va éclairer... Vous êtes deux contre un. Hein. Oui, mais vous savez... Bon, on n'est pas contre vous, on se creuse la tête. Non, là. Attendez, bien sûr que non. Bon, Renaud, après vos 7 enfants, est-ce que vous avez encore beaucoup fait l'amour et est-ce que vous arriviez encore à voir le petit Jésus dans la culotte? Non, mais attendez, quand j'ai dit petit Jésus, merci, c'était une expression. Je sais bien. Parce que d'abord, c'est aussi. Non, mais vous défendez. Répondez à la question qui vous est posée. Ne vous défendez pas parce que ça va dans le sens de ma théorie. C'est pas votre affaire, c'est un interrogatoire. Exactement, Renaud, c'est un interrogatoire. Ah, les filles. Oui, vous avez raison, restez homo parce que les femmes c'est insupportable. Hein. Vous avez raison. Moi je dis juste que peut-être que vous êtes tombé amoureux de cette femme, mais que pour vous ça n'était pas possible parce que vous étiez tellement construit et vu comme étant homosexuel. Donc ne pouvant pas avoir de désir pour une femme, vous n'avez pas imaginé que votre relation avec elle soit une relation d'amour. Mais peut-être que cette femme-là, vous avez été amoureux d'elle d'une certaine manière, elle vous a fasciné, vous l'avez désirée, vous avez eu des enfants avec elle, ce qui n'empêche pas que après votre désir pour cette femme, vous avez rencontré d'autres personnes ou eu à nouveau du désir pour des hommes. Mais c'est là où je vous dis que peut-être que votre interrogation, puisque je me permettrai de vous rappeler que nous les femmes qui vous questionnons, c'est parce que nous répondons à la question que vous nous avez posée tout à l'heure, que peut-être vous êtes simplement toujours vu comme homosexuel, en oubliant qu'un homosexuel peut avoir du désir pour une femme, comme une femme lesbienne peut avoir à un moment du désir pour un homme, puisqu'on a du désir pour un être qui est en face de nous. Donc, je reprends exactement. Donc, vous parlez de désir. Et justement, oui. Je n'ai jamais eu le moindre désir pour ma femme. J'espère qu'elle ne vous écoute pas. Attendez, alors je dis, j'avais une réaction de contact. C'est-à-dire que ces caresses provoquaient chez moi une érection. Mais, par contre, autant que je le pouvais, je les fuyais parce que... je n'avais pas le désir. Et d'ailleurs, elle le sentait. Elle a fini par le sentir. Alors que, bon, quand même, je lui avais tout dit pourtant. Hein. Oui, mais vous n'avez toujours pas répondu à mes questions. Après ces 7 enfants, est-ce que vous avez encore fait l'amour avec elle? Non. Ah non. Eh ben voilà. Merci. Non, et puis donc vous aviez du désir, qu'elle vous donne, d'avoir des enfants avec elle. Voilà, je pense que c'était le désir d'enfant, que vous en avez eu 7 comme votre frère. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'éléments. Mon frère est second, donc j'ai fait des choses avant lui. Donc, si vous voulez, non, il n'y avait pas de... Oui, mais cherchez dans votre famille qu'est-ce que signifie ce chiffre, cet enfant, et vous aurez une réponse. Enfin, écoutez, Renaud, nous, on vous a donné des pistes. Renaud, vous en faites ce que vous voulez. Hein, vous avez... On n'est pas là et puis, pour vous savez, quoi que ce soit. Renaud, désir, c'est pas désirer sexuellement, c'est le désir de vie. En ayant cet enfant, vous êtes dans le désir de vie. Bon, en tout cas, merci de ce témoignage. Merci de ce témoignage très sympathique. En tout cas, on a été ravis d'échanger avec vous, Renaud. Et puis, merci pour nos retraites, en tout cas. Merci à tous, en tout cas, de ces témoignages. C'était une émission très sympathique. On reviendra peut-être sur ce sujet avec vous, Anne-Laure Buffet, puisque vous êtes l'auteur de ce très beau livre, L'amitié aux éditions Erol. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Eh bien, demain, on sera avec Robert Zuili. Vous savez bien, celui qui parle de nos émotions, et on reviendra sur la colère, qui est assez présente en ce moment dans notre société. On essayera de mieux comprendre les mécanismes de la colère avec Robert Zuili.